Très bien. Alors, les deux premières communications avaient un lien, d'une certaine manière, sur les modèles, pas trans-impériaux, transcontinentaux, ce qu'on voudra de toute façon. En tout cas, la circulation, c'était vraiment au cœur de vos deux communications. La dernière, je la mettrai un petit peu à part, mais bon, on va voir. Alors, j'avais une question pour Aysen, enfin plusieurs questions, bien que je connaissais sa thèse, donc je n'étais pas très surpris de ce qu'elle a dit. Oui, la question des publics, hein, il y a un moment de réception assez intéressant, et sur les lieux de rencontre, c'est assez novateur, ça, on n'a pas souvent entendu cette version de l'histoire culturelle. La question des langues, alors circulation des langues, utilisation des langues, etc. Malheureusement, tu n'as pas eu le temps vraiment de raconter la partie moscovite. Oui, c'est ça. Une question de temps. En fait. Est-ce que tu veux maintenant dire quelques mots là-dessus, sur l'extension, disons, parce qu'effectivement, il y a un déplacement de Venise à Constantinople à Tiflis. Peut-être je peux le rencontrer brièvement. Brièvement, d'accord. Oui, j'ai défini 5 plaques tournantes et chacun a son propre caractéristique. Brièvement, pour Istanbul, je peux dire les acteurs et les contenus à séculariser et surtout les femmes étaient sur scène, commençaient à se montrer sur les scènes théâtrales. Vous connaissez très bien Alusiak Papazian, qui est prima donna de troupe chaque théâtre à Ravelian Tadron. Elle était la première actrice professionnelle de l'Empire ottoman. C'était la caractéristique d'Istanbul. Et Crimée, il y a 2 branches. Le premier est représenté par Pezhishkian Medici, plus traditionnel et plus proche de génération de Venise. Deuxième branche est représentée par Kalfayan Narbey, plus critiqué à l'école Venise, plus proche de l'église apostolique. Et Tiflis, selon moi, c'était le plaque tournant de Shakespeare, de tradition pastorale, et aussi de génération qui va aller au Moscou pour créer la tradition là-bas, pour contribuer à la tradition là-bas, et aussi amener tous les savoirs au Caucase du Sud, surtout après les Arménie soviétique. Et Moscou, c'est très, très intéressant parce que je sens, je pense que Istanbul et Moscou est pareil dans quelques caractéristiques. Par exemple, Moscou aussi est multilangue. Moscou aussi multi-identitaire et aussi haute qualité, vraiment haute qualité, parce que tous les masterpieces étaient en Constantinople. Et après, un peu mélangé à Moscou. Moscou, je trouve les lumières des Arméniens à collaborer avec les lumières des Juifs. Parce que j'ai vu que les lumières des Juifs a profité bien le théâtre comme un outil d'éducation et à persuasion et communication et dialogue. Et c'est très, très intéressant. Après les révolutions soviétiques et pendant les périodes de Lénine, un groupe a été créé sous les directions de Konstantin Stanislavski. Vous connaissez bien Konstantin Stanislavski. Il est diplômé aussi, l'Institut Nazarien, qui a parmi des acteurs très, très célèbres par rapport aux lumières arméniens. Donc, ils ont créé un groupe avant-garde, improvisé, avec les acteurs juifs et russes et arméniens.
Vakhtangov et Nemirevich Danchenko, vous connaissez, Setrom Tamirov, c'est Roubenian, Setno, ils sont tous l'origine caucase. Ils ont tous commencé à travailler avec Konstantin Stanislavski à Moscou. Ils sont mettent en scène et représenter les Dibuk Tansky, les ethnographes juifs, et en yiddish, en fait. Donc, ça veut dire c'était certain temps, par exemple 5 ans. Ils sont c'est ça. Mais oui, il y a une collaboration là-bas, comme à Istanbul. Oui, mais alors là, ce qui est intéressant, c'est que finalement, le théâtre arménien qui traverse tout le XIXe siècle, avec parfois un répertoire plutôt classicisant, enfin, parce que tu disais, c'est pas toujours très avant-garde, en fait, le théâtre arménien de cette période-là. Là, avec l'expérience moscovite, c'est l'avant-garde. Exactement. Et donc, il y a un changement qualitatif. Bon, en tout cas, c'est il y a le cinéma aussi à cette époque. Et il y a Rouben Mamoulian. Biomécanique aussi, biomécanique aussi. Tu avais mentionné ça. Oui, il se passe beaucoup de choses, c'est sûr. Et après, il y a la dernière partie, bon, on ne va pas insister là-dessus, mais aux États-Unis, à New York. Oui. Donc c'est vraiment transcontinental de manière exemplaire, beaucoup plus que n'importe quelle autre, je dirais, culture ou production culturelle de la région. Alors, les voyageurs. Revenons à nos voyageurs. Oui, au fond, c'est un... moi, je ne m'attendais pas à ça dans votre présentation, mais c'est bien... C'est plutôt un sujet de géopolitique, non ? Oui. Plus qu'un sujet d'histoire... de littérature, enfin culturelle, disons, de littérature de voyage, on vous en parlait, mais c'est plutôt la rivalité russo-britannique qui fait... je vous laisse répondre. Mais... Oui, c'est ça. En fait, je suis de base angliciste. Donc, je travaille sur les récits de voyage des Britanniques en Russie, principalement le sud de la Russie, donc la Crimée et le Caucase, d'où vient mon intérêt aussi arménologique. Je travaille pas sur les représentations commerciales, etc. Mais c'était très intéressant parce que j'ai remarqué que les marchands arméniens sont vraiment présents. Et dans presque tous les récits de voyage, on retrouve des Arméniens, des marchands arméniens principalement. C'est le caractère, le topos arménien que je trouvais dans le corpus. Donc c'est une thèse en histoire plutôt la géopolitique c'est la rivalité vraiment qui est la problématique de la thèse. Alors, vous êtes arrêté, enfin vous avez choisi de vous arrêter dans le Caucase, au bord de la Russie et de l'Iran, mais ces commerçants arméniens, on les rencontre quand même très loin. Oui, en Inde aussi, Asie du Sud-Est, oui. etc. Et ça, est-ce que vous allez surtout en poursuivre? Inde, non, pas du tout. Mais en Inde, je peux dire que déjà, les Arméniens étaient perçus comme des concurrents, si je peux dire. Enfin, c'était une rivalité entre déjà les Britanniques et les Arméniens, parce que les Arméniens monopolisaient un petit peu le commerce en Inde avant l'arrivée coloniale des Britanniques. Et donc, quand les Britanniques sont arrivés, ils se sont dit, attends, là, on commence à... Oui, ça c'est pour nous. Et donc, on voit que le nombre des Arméniens, malheureusement, il n'y a plus beaucoup d'Arméniens qui sont présents en Inde aujourd'hui, et c'est à partir de la colonisation britannique d'Inde. D'accord, merci. Est-ce qu'il y a déjà des questions pour ces deux intervenants, peut-être ? Alors, on n'a pas énormément de temps avant la pause, donc on va prendre une ou deux questions par intervenant, et s'il vous plaît, des questions, pas des commentaires longs. Oui. Écoutons les questions. Donc, j'ai une question à Armen Mardirosyan, je crois. Peut-être c'est plus une demande. Est-ce que vous pourrez expliquer encore comment vous allez déconstruire, j'ai bien compris, le traveler du Shotomi par les Arméniens, les figures arméniennes. C'est ça ce que vous essayez à faire? Merci. Oui, c'est d'essayer de montrer que les Arméniens étaient à la fois des voyageurs qui voyageaient avec leurs marchandises, mais en même temps, pour les Britanniques qui ont été, donc dans mes récits de voyage, c'est les Britanniques qui sont les voyageurs. Et donc,
voyaient les Arméniens comme des autochtones ou des locaux, donc ils ne les considéraient pas nécessairement comme des voyageurs. Et donc j'essaie de déconstruire un petit peu dans ce sens, si c'est ça que vous demandiez. Ok. Donc la question toujours pour Armand Martirosyan. Est-ce que vous connaissez la version arménienne du prénom de l'évêque, vous savez, de Tbilissi, Narcisse, archevêque ou évêque Narcisse, vous avez cité tout le temps. Est-ce que vous connaissez la version arménienne de ce prénom? C'est l'une des difficultés parce que les toponymes, les noms, etc. Hein? Ce que je pensais. Mais Narcisse, c'est pas Nargis. Oui, mais c'est ça. Du coup. Donc voilà, vous avez la réponse, mais peut-être pour juste rebondir. Nargis, donc. Est-ce que c'est vous qui avez traduit de cette façon ou c'était traduit comme ça? C'est écrit par les voyageurs qui, normalement, la transcription était phonétique parfois. Et donc, avec des... le nom d'une ville peut être écrit par façons différentes dans les récits de voyage et c'est parfois difficile. Des noms des personnes également, parfois, il ne s'agit pas seulement de Narcisse, mais d'autres personnes et des villes. C'est une difficulté parfois à reconstruire, vraiment savoir de quelle ville ou de quelle personne il parle. Mais dans ce cas, donc voilà, vous avez la réponse du public. J'ai une question à Armand, c'est super. Ah, pardon. Est-ce qu'on va d'autres questions? Là, il y a une question. Oui, juste une dernière question, enfin, en tout cas, une courte question à Rouen pour savoir où est-ce que tu te limites en fait, parce qu'on a, enfin, ton corpus là, il avait l'air un petit peu, enfin, est-ce que tu t'es limité en termes de corpus? Est-ce qu'il y a, enfin, où est-ce que tu as draw the line en fait? J'étudie le long 19e siècle, donc je commence par l'annexion de la Crimée en 1783 jusqu'à la Première Guerre mondiale. Donc c'est le long 19e siècle, voilà. Oui, merci beaucoup à tous les deux. Moi, je vais poser une question sur le théâtre. Vous avez parlé des relations avec le théâtre juif, notamment à Moscou, mais à Istanbul, on pense quand même aussi au théâtre grec. Et donc, est-ce qu'il y a des... Puis bon, aussi l'héritage théâtral grec depuis l'Antiquité. Alors, quelles sont les relations et est-ce que, voilà, qu'on coopère enfin, comment ça se passe aussi dans cette... Vous avez raison. À Constantinople aussi, il y a d'autres traditions de théâtre, surtout le grec multilingual, et aussi un juif aussi, dans l'Empire ottoman. Et j'ai trouvé pendant ma recherche, il y a quelques villes, par exemple, qui est peu connues aujourd'hui, mais en fait, ils sont les plaques tournantes locaux. Par exemple, Tekirdağ, Edirne, Sinop, Samsun, Adana, Bursa, İzmir. Cet endroit, on connaît bien İzmir. Oui, on connaît bien peut-être Adana parce que c'est connecté avec le Caire. Mais comme vous avez dit, il faut, oui, vous avez raison, merci. Là pour Giraïr, mais sinon, peut-être, Timur, tu voulais peut-être aussi réagir pour ta thèse, non? Bah oui, peut-être. Peut-être qu'on va la mettre dans la boucle parce qu'il ne reste plus beaucoup de temps. Oui, il reste pas beaucoup de temps. Bon, alors vous nous avez fait une communication, c'est étonnante, tout à fait intéressante. Bon, je ne suis pas sûr d'avoir tout compris, mais vous dites qu'il faut écouter, chercher à comprendre. Alors moi, j'ai été très attentif à essayer de comprendre. Alors le choix des textes, enfin des textes chantés, vous l'avez fait comment? Qu'est-ce qui vous a dirigé vers ce texte français qui est quand même bon? Alors cette intervention, en fait, elle est majoritairement basée sur mon mémoire en Master 2 de littérature comparée. Voilà, donc c'était un passage parmi tant d'autres, une toute petite partie. Et j'avais déjà élaboré donc un corpus assez précis des chants traditionnels calendaires français et arméniens. Ici, vous en avez vu uniquement 5, mais on était à peu près à 40 chansons en tout.
Donc voilà, ça a été choisi selon des critères assez précis, donc que ce soit des chants traditionnels calendaires. Si vous avez besoin d'une précision sur ce que ça veut dire, je peux vous préciser par exemple. Les chants traditionnels calendaires, alors calendaire vient du mot calendrier, bon, on a compris. Donc c'est tout ce qui est lié au passage du temps, le passage donc des saisons, des mois, peut-être des jours. Le synonyme le plus proche de chant traditionnel calendaire, ce serait les chants rituels. Rituel, pourquoi ? Parce que c'est lié à un événement durant l'année, ou par exemple l'arrivée du printemps, ou des fêtes, ça peut être des fêtes païennes, des fêtes chrétiennes. Voilà. Donc j'avais choisi en fonction notamment des 4 saisons, avec un corpus assez équilibré pour chacune des saisons. Par contre, je ne vous ai pas dit de quelle époque datent ces textes. Alors, comme je l'ai dit, en ce qui concerne le corpus arménien, nous avons alors les chants traditionnels collectés par Komitas. Je me suis limitée à cela. Donc, je vous laisse deviner la période. Donc, c'est 19e, 20e. Et oui, c'est ça, fin 19e, début 20e, voilà. Et en ce qui concerne Patrice Coirot, c'est exactement la même période parce qu'ils ont existé à peu près au même moment, enfin ils ont vécu au même moment. Voilà. Donc ça dépend des chants aussi également. Si je peux, j'aimerais poser une question à Tatef Thomas. Oui. Est-ce que vous pourriez comparer Komitas avec Grigor Sunny dans leurs approches de travail avec ces chansons? Ça serait peut-être intéressant. Ça peut être un travail très intéressant à explorer, en effet. Je ne l'ai pas forcément fait, mais j'ai étudié par exemple notamment la version retranscrite par Grigor Sunny de la chanson Au sommet de la haute montagne à la Gaze. Donc c'est ces propos que j'ai justement cités. Oui, ça serait intéressant, pourquoi pas, mais je ne l'ai pas forcément fait actuellement. Oui. Oui. J'en parle de Grigor Sunny, sauf Ronald Sunny, qui est le petit-fils. Alors, il faut savoir que Komitas, c'est celui qui est le mieux documenté, en tout cas depuis la France. Et nous avons beaucoup de documents à notre disposition, que ce soit sur Internet ou dans les bibliothèques. Grigor Sunny, malheureusement, il faudrait chercher dans les archives. Récemment, il était en conférence à UCLA, juste dernier commentaire. D'accord. Je crois que récemment. Il a fait un CD. D'accord. Ah oui, ok. Il a un CD. Il a publié oui. Ronald Sunny a édité, je crois qu'en plus c'était ça, son épouse qui était musicienne a fait un CD, il y a toute une œuvre sur Grigor Sunny fait par donc son descendant justement pour le réhabiliter. C'est tout à fait, effectivement, je pense que ça peut être. Et puis il y avait aussi toute une phase de collecte. C'était l'époque de la culture populaire, comme en France. Là, qui a été initiée par Komitas. Les recherches, en Arménie, pardon. Les recherches folkloriques, le musée des arts et traditions populaires, donc des collectes de la culture paysanne au moment où elle est en train de disparaître. Et donc on a aussi toute une série de choses. Et sur le site de la Library of Congress, je ne sais pas si vous avez vu, il y a la Cowell Collection, qui sont des ethnomusicologues américains qui ont collecté des chants dans les années 30, à la fin des années 30, et il y a une série de chants arméniens collectés par des primo-arrivants en fait, et des instruments de musique joués à ce moment-là. C'est la Cowell Collection, et donc il y a des choses intéressantes. Donc il y a aussi une époque en fait qui recherche ces liens. Alors, je ne sais pas si c'était à l'époque avec la nature, comme vous l'avez fait, mais avec la voix du peuple, en fait, les arts et les choses en train de disparaître. Oui, après, j'aimerais préciser également qu'il y a énormément de collecteurs, que ce soit du côté français notamment, mais également arménien. Donc, il fallait tout de même limiter le corpus à quelqu'un. Et ce quelqu'un, c'était donc cette personne du côté arménien qui a initié justement cette vague de collecte, qu'elle soit bien ou non. En tout cas, c'est Komitas notamment qui commence cette collecte en Arménie. Et pourquoi avoir choisi Patrice Coirot du côté français également ? C'est parce que c'est la personne qui a le plus collecté et répertorié de chants traditionnels français en France. Sinon, du côté québécois également, qui ont collecté également beaucoup de chants traditionnels français, nous avons notamment Conrad Laforte. Voilà. Et étant donné qu'il n'était pas forcément français et qu'il ne se concentrait pas uniquement sur les chants traditionnels français, mais également francophones,
j'ai voulu délimiter cette approche-là. Merci. Il reste 2 questions ici, rapidement, avant qu'on prenne la pause. Bonjour, c'est une question concernant le théâtre. J'aimerais bien que vous disiez un mot de l'influence des marchands et surtout l'influence de Calcutta, parce qu'il y a eu donc un réveil national des intellectuels qui ont finalement, c'est l'influence anglaise aussi qui a traversé à travers Calcutta. Et c'est Shakespeare et toute la traduction de Shakespeare, surtout du côté en Iran, donc Ispahan. Donc c'est cette question de la dans l'Empire ottoman, lors du réveil national, toute la censure qui a été fait par l'Empire ottoman, parce que c'était en langue arménienne, et qui a obligé finalement les acteurs, les comédiens, d'aller dans le Caucase, ils avaient plus d'espace là. Donc j'aimerais bien que vous disiez 2, 3 mots concernant le théâtre et le réveil national, l'influence, et comment donc cette question nationale a influencé, ou le théâtre a influencé, ou c'était le véhicule pour ces idées-là, pour la diffusion de ces idées. En fait, vous avez raison, parce que c'était le nationalisme, en fait. C'était accusation de nationalisme pour arrêter le théâtre et travailler en Tadron. C'est la raison. Après les voyages de Nalbantian à Istanbul, après un peu augmenté de nationalisme, il y avait des comités de censure qui l'ont arrêté, qui fermé le théâtre. Oui, c'est ça. Oui, parce que je pense à 1876, c'est interdit de parler arménien sur scène. Donc, ça veut dire, parce que le théâtre, ça veut dire la langue, donc ça finit. Et c'était fini pour les comédiens arméniens. Donc, c'est la raison et le voyage au Caucase du Sud, surtout. C'est pour Tatev, la question, mais vous avez répondu, parce que vous avez dit que des chansons en français, enfin, c'était en français, les paysans français. Or, oui, quand on pense aux paysans en France, on pense à des régions avec des langues régionales. Oui. Vous voyez, ça, ça m'a, à chaque fois, je me posais la question, mais vous avez dit que vous aviez choisi un choix de chansons francophones. Alors, je ne sais pas si elles sont traduites. Pas francophones, mais en France uniquement. Donc, notamment, ça a été l'Île-de-France pour tous les autres chants autres que les chants de Labour, parce qu'il n'y en a pas forcément des chants en Île-de-France en lien avec les chants de Labour. Alors, pour les chants de Labour, pour répondre à votre question, alors il y en a une qui venait du Berry et l'autre du côté nivernais. Donc, voilà. Moi, pardon. Nous, on est un groupe à avoir la même question sur le théâtre. On n'a pas très bien compris. En fait, vous avez étudié le théâtre, c'est arménophone. Enfin, la langue, en fait, c'était le théâtre arménien, arménophone. Oui, vos sources. J'ai regardé les sources. C'est uniquement arménophone. Non, j'ai regardé les sources en turco-ottoman, en arménien, et français, anglais et turc. C'est ça. Mais c'est un domaine... Les pièces elles-mêmes. Ah oui, c'est mélangé en fait, c'est mélangé. Et pour Tadron Arabelian, c'était tous en arménien. Mais pour Gedikpaşa Tiyatrosu, par exemple, de Güllü Agop, c'est mélangé. Au début, c'est mélangé égal. Mais après les sorts du nationalisme, la sort de tension, donc le nombre de pièces théâtre arméniennes est diminué et turc a augmenté.
Donc, il y a beaucoup de choses à parler de cette période, en fait. Mais la majorité, turc et arménien. Merci beaucoup. Je pense que vous pouvez continuer à discuter pendant la pause. Pendant la pause, on va prendre une pause et on reprend à moins quart. Merci. Oui, c'est ça. Les acteurs sont exactement. Mais les acteurs sont bilingues.